Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous allons commenter l'actualité aujourd'hui avec vous, avec Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Bonjour Pascal. Bonjour Valérie. Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch. Et bonjour. Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. On est obligé de fermer les fenêtres parce qu'il y a des travaux pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Donc il y a ça fait du bruit, donc on ferme la fenêtre. On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est encore et toujours le Covid et la vaccination en particulier. Appelez-nous, moi j'aimerais bien vous avoir 0826 300 300, que vous nous racontiez si vous avez réussi à obtenir un rendez-vous pour vous faire vacciner. Visiblement c'est très très compliqué. On va revenir sur cet amendement proposé par Aurore Berger à propos du port du voile pour les petites filles. Eh bien il n'y aura pas de débat sur ce sujet, ça n'a pas sa place dans le débat sur le séparatisme, a décidé le gouvernement. Et puis MeToo, inceste, faut-il changer la loi à l'occasion de la publication du livre de Camille Kouchner ce week-end. On vous le disait au début de l'émission à 10h, une avalanche de témoignages, tous plus bouleversants les uns que les autres à propos de l'inceste. Commençons par un tour de table de ce qui a retenu votre attention. Mehdi, on va commencer avec du léger avec vous. Oui, du léger, du divertissant pour le coup, puisque les cinémas et les théâtres sont toujours fermés par la volonté solitaire et de Jean Castex, puisqu'on est coincé donc avec les enfants et Netflix à la maison. Et donc là, mon coup de cœur du jour, donc n'est pas un coup de gueule, c'est un coup de cœur, c'est la nouvelle série de Netflix avec Omar Sy. À la fois d'abord parce que c'est une super réussite française qui est plébiscitée dans tous les pays du monde, de l'Allemagne aux États-Unis en passant par le Brésil, ils sont numéro 1 absolument partout, au Canada, etc. Mais surtout parce que c'est une série, alors évidemment je ne vous divulgue pas, je ne vous divulgage pas, parce que c'est le mot, absolument. Le mot français. La série, néanmoins, il y a un héros et une star dans cette série, c'est Omar Sy bien sûr, mais c'est pas que Omar Sy, c'est surtout le livre et c'est surtout les aventures d'Arsène Lupin dont les éditions sont en train d'exploser, les rééditions. Et ce qui est très intéressant dans cette série, pour le coup, c'est que le vrai héros, c'est le livre, et c'est une série qui donne envie de lire. Et j'ai trouvé quand même assez remarquable dans cette période. Netflix, c'est pas le service public, hein, pour le coup, on fait pas plus privé que ça, mais d'oser faire une série qui soit une série qui revisite le patrimoine français de façon extrêmement intelligente, je trouve. C'est pas Omar Sy n'incarne pas Lupin dans une fiction historique, c'est quelque chose de très moderne, c'est un héros très moderne, c'est contemporain, ça se passe aujourd'hui. Mais surtout, je pense que beaucoup de gamins vont avoir envie, et même des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, moi c'est le cas par exemple, de se replonger dans ces grands classiques des aventures d'Arsène Lupin. C'est vraiment, toute la série est construite autour de ça, et c'est assez bien fichu, je dois le dire. Et ça fait plaisir que le livre, ça relance. Et il faut dire, alors je me souviens plus du troisième, mais que les meilleures ventes de livres sur Amazon, il faut pas acheter sur Amazon. Enfin, il faut pas acheter sur Amazon quand on n'a pas le choix, mais aller chez votre libraire. Mais qu'en tout cas, les 3 meilleures ventes de livres sur Amazon concernent des séries de Netflix. Donc il y a Lupin pour Arsène Lupin, et il y a la chronique des Bridgerton, et il y a un troisième, je sais plus lequel c'est, mais il y a. On oppose un peu souvent les écrans et le papier. Moi, j'aime bien les deux, et je trouve que c'est vraiment. C'est vraiment une super nouvelle quand ça donne envie de lire et quand ça donne envie de retrouver le papier. Sachant que le papier, à l'origine, donnait lieu au cinéma, au feuilleton, etc. Que c'était les livres qui inspiraient tout. Et maintenant que ce soit le contraire, je suis pas sûre que ce soit si bien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien, oui. Les deux. C'est bien de varier les plaisirs. Lire, pourquoi pas. Moi, ça m'a ennuyé, je dois vous dire. Donc, je sais pas si on a le droit de le dire, mais moi, ça m'a. Ici, on a le droit de tout dire. Moi, ça m'a ennuyé. Je suis pas allée au bout du premier épisode, mais je vais peut-être m'y replonger. Il y a quelques lourdeurs, mais ça s'arrange après. Bon, écoutez, Mais toute la série, j'ai remarqué Netflix, le premier épisode, il y a eu les échecs, le jeu des dames. Moi, je me suis dit, je ne regarderai jamais. J'ai sauté le premier épisode, je suis revenue après, tellement il était horrible. Bridgerton, j'ai fini hier, j'ai sauté le premier aussi. Donc, souvent, ça met du temps à démarrer. Bon, on passe à toute autre chose. Avec vous, Sophie, un coup de cœur. Ah oui, écoutez,
vraiment, cette crise aura eu quand même quelque chose de positif, c'est le sentiment qu'ont les Français face à l'entreprise. Et ils se sont rendus compte, parce que les Français croient en l'État, et ils ont raison d'un certain côté, mais enfin, on s'est aperçu des problèmes qu'il pouvait y avoir, tous les problèmes administratifs qu'il pouvait y avoir qui sont énormes. Et tout d'un coup, merci les entreprises. Ce sont les entreprises qui ont tenu la croissance, qui ont tenu les permanences dont on a besoin, qui ont fait la vie dans la ville. Ce sont les salariés qui n'ont pas eu peur et qui sont allés, qui ont pris des risques. Ils ont été formidables. Et figurez-vous que les créations d'entreprises ont 848 175 nouvelles entreprises immatriculées en 2020. Mais c'est quoi une entreprise? Alors c'est quoi une entreprise? C'est la vraie question. Alors la vraie question, Valérie, et la seule qui m'apporte, c'est quelqu'un qui se met à son compte, qui prend ses risques et qui gagne sa vie. Oui, enfin c'est aussi la création d'entreprises, des entreprises qui ne veulent plus salarier leurs salariés. Moins, je comprends ce que vous voulez dire. Qui demandent aux gens de monter une entreprise pour pouvoir les payer en tant qu'entreprise. C'est un phénomène qui existe. C'est pas tellement le cas cette année. Cette année, il y a eu énormément d'entreprises de services qui ont été créées. Donc ça a boosté, c'est tout bête, mais le clic, les livraisons, etc. Et puis des vraies entreprises aussi, des start-up qui n'ont pas du tout eu peur de ce qui se passait, de l'informatique, etc. Vous faites allusion à un phénomène qui est réel, mais qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des artisans, depuis qu'il y a des auto-entrepreneurs, qui n'arrivent plus à vivre, parce que tout le monde se met en auto-entrepreneur sans charge, et l'artisan, il n'arrive plus à payer les charges de ses salariés. Il y a les charges aussi pour les auto-entrepreneurs qui sont oui, il y a des charges pour les auto-entrepreneurs. Mais il n'en empêche pas. Il y a un quart du chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs, c'est pas tout à fait rien. Ouais, c'est beaucoup quand même. Donc je trouve que vous réjouissez un peu vite. Non, je me réjouis pas vite, parce qu'attendez, on est en pleine crise. D'abord, réhabilitation de l'entreprise en tant que telle, prise de risque des gens qui se mettent à leur compte, et je m'en fiche de savoir pourquoi, pour qui, comment. Moi, je m'en fiche pas, parce que c'est quand même une précarité pour les gens qui sont aujourd'hui auto-entrepreneurs, qui n'ont aucune protection sociale, qui sont... C'est en train de changer complètement. Ils sont protégés. Ça a évolué. Faites confiance à la loi française pour protéger. C'est complètement en train de changer. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis pour l'entreprise à plusieurs salariés, bien sûr, et qu'il faut que les artisans puissent avoir des salariés avec des charges qui ne sont pas épouvantables et qui rendent les choses compétitives. Si je peux ajouter une chose, en tout cas, je vous rejoins sur le rôle joué par les entreprises et surtout les petites et moyennes entreprises dans les centres-villes. Effectivement, je parle des bouchers, des petits artisans justement qui ont permis la continuité aussi pendant le premier confinement d'ailleurs. Et honnêtement, et après ils se sont inventés aussi, centre de livraison de certains colis, etc. Très créatif. Merci effectivement à tous ces gens, mais je crains aussi effectivement qu'il y a une partie des entreprises qui a profité aussi de cette situation pour se libérer d'une partie de leur salariat. Il faut dire aussi, et je suis d'accord avec vous, que les charges sociales sont très fortes sur les entreprises, qu'ils voudraient faire plus, mais elles ne peuvent pas parfois, parce qu'elles sont trop petites, donc elles payent trop d'impôts sur des choses qui pourraient être modulables, disons, en fonction de leur vie. Et puis, effectivement, on a parfois l'impression d'avoir un peu l'appareil de l'État, la bureaucratie qui est contre l'entreprise. Allez, on marque une pause, c'est l'heure des infos. On se retrouve dans un tout petit instant sur Sud Radio avec le coup de gueule de Mathéo, le coup de cœur de Mathéo Ghisalberti et le coup de gueule de Pascal Bataille et le mien également. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique, Mathéo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, le média franc-tireur, Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Vaccination, faut-il craindre une pénurie? Enfin, faut-il craindre comment sortir de la pénurie? Voilà. C'est plutôt la question. Port du voile pour les petites filles, eh bien cet amendement n'a pas sa place dans le débat sur le séparatisme, c'est ce qu'a décidé la commission spéciale. Et puis MeToo inceste, ce hashtag qui est apparu ce week-end sur les réseaux sociaux et beaucoup de questions autour de la protection des mineurs. Pascal, alors non, on va faire avec Mathéo puisqu'après on va embrayer sur le vaccin. Vous, c'est un coup de cœur? Coup de cœur, coup de gueule.
j'ai lu de la sortie d'un livre dont le titre est Rescapé du goulag chinois, écrit par Gulbahar Aitawai. J'espère d'avoir bien prononcé son nom. En fait, c'est une dame d'ethnie ouïghour et qui a été emprisonnée dans un goulag chinois à cause de ses origines, à cause de son appartenance à cette population. Et surtout, qu'elle s'est retrouvée dans un camp de rééducation, comme on les appelle en Chine, après avoir été rappelée depuis la France où elle habitait depuis un moment, où habite aussi sa famille. Et donc, avec un piège, elle s'est retrouvée. Elle est passée de la France, qu'on connaît tous, à un camp de rééducation. Et c'est un coup de cœur parce que c'est important d'avoir ce témoignage. C'est un coup de gueule parce que je trouve que l'attitude vis-à-vis de la Chine, du gouvernement français, des gouvernements européens et aussi ailleurs dans le monde est trop complaisant. Parce que si on se retrouve dans cette situation, désolé de le dire, mais tout a commencé en Chine. D'ailleurs, ces derniers jours, il y a eu des nouveaux documents déclassifiés aux États-Unis qui rappellent encore ces doutes sur l'origine bizarre de ce virus. Je ne veux pas faire de complotisme, mais quand même, je trouve qu'on a une attitude vraiment très légère vis-à-vis de la Chine, qui d'ailleurs a vu son économie, c'est le seul pays pratiquement dans le monde, grimper tout au long de 2020, alors que les restaurateurs français, les Français et les autres habitants de cette planète sont dans la Moïse la plus totale. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, ce que vous dites est tout à fait juste et on s'en préoccupe assez peu de tout cela. Rappelez le titre du livre. Rescapé du goulag chinois chez Équateur. Et voilà, il vient de sortir. Pascal, on va passer avec vous au sujet de la vaccination. Moi, je voulais évoquer un sujet ce week-end, juste avant une étude signée par le professeur Raoult, dans laquelle il semble revenir sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, inefficacité sur la mortalité, et que cet essai, en fait, n'a pas été peut-être fait dans les règles de l'art. Alors ce matin, là, à l'instant, ils viennent tweeter en disant l'efficacité de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine pour réduire la durée du portage viral montrée dans notre étude a été confirmée avec par la suite la démonstration d'une efficacité sur la mortalité. Nous n'avons jamais changé d'avis. Pourtant, c'est ce que dit quand même cette étude selon laquelle il n'y a pas eu de baisse de la charge virale et que les cas mortels, ça n'a pas empêché la mort ni la complication des cas graves. Pascal ? Oui, alors je ne suis pas suffisamment calé pour me prononcer sur l'efficacité ou non de l'hydrochloroquine. Il me semble que Raoult a toujours dit, en tout cas, qu'effectivement, lui, il l'a préconisé au tout début du traitement et pour éviter l'aggravation de la charge virale. Alors, je ne sais pas, effectivement, j'ai pas lu le communiqué, j'ai lu que quelques infos qui sont tombées ce matin sur peut-être une marche arrière de son institut, mais apparemment, il y a eu quand même pendant des mois des soignants qui ont utilisé l'hydrochloroquine et qui disent que ça a été plutôt bénéfique aux patients. On va pas refaire le débat là-dessus, mais on n'en sait rien en fait. On en sait que cette étude dit que le premier essai clinique non randomisé montre que l'hydroxychloroquine n'a aucune efficacité sur la mortalité ou pour réduire le transfert. Possible, mais en tout cas, ça fait de mal à personne. Et quand il y a une épidémie comme ça, excusez-moi, je ne défends pas du tout. On peut leur donner des fraises Tagada aussi. Non, il faut être sérieux parce que c'est pas un médicament anodin comme les fraises Tagada, c'est pas de l'homéopathie. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais soutenu une seconde cette histoire d'hydro. D'abord, je suis pas compétente pour le savoir, l'hydrochloroquine, mais je pense que quand on a un cas comme ça, il est évident qu'il faut essayer. On essaie des médicaments, il y a une prise de risque. Le débat et qu'il y avait quand on fait des études. C'est aussi le problème qu'on a connu ces derniers mois, c'est qu'en réalité, Raoult il fait son travail de chercheur. Oui.
cherche, il trouve pas, il réussit pas. C'est à la limite lui dans son rôle. D'accord. Bon, alors moi je suis pas sûr qu'il faille, légitimer un remède et un médicament en disant c'est le plus populaire ou c'est le plus intelligent, etc. Je crois qu'il en a fait un peu trop. Mais ceux qui ont une vraie responsabilité en réalité, c'est ceux qui ont embrayé immédiatement. Mais absolument. Raoul. Politiquement, j'ai envie de dire. Et donc, ce sont les politiques. Absolument. Moi, je me souviens des déclarations de certains politiques. C'était devenu politique. Pourquoi Mehdi Parce que depuis le début Parce que le début de cette crise... Oui, mais non, parce que... Non, mais je vais finir là-dessus. Mais le problème qu'on a eu quand même, c'était donner l'impression que c'était un médicament... Miracle. D'abord, qui était caché, dont on privait les gens, alors qu'en réalité, on disait juste... Attention, un peu de prudence et laissons justement le chercheur faire son travail de scientifique. Et donc la responsabilité de ces politiques-là, c'est quand même d'avoir dit la politique peut se substituer à la science. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, et puis l'amplification médiatique, attention, voilà, c'est devenu dingue l'amplification médiatique. Oui, mais ça a été dans les deux sens, puisque le ministère de la Santé a été jusqu'à interdire aux médecins d'utiliser l'hydroxychloroquine. Donc c'est quand même effectivement, et je rejoins en partie ce que dit Mehdi, c'est-à-dire que le problème a été qu'on a empêché les médecins de faire leur boulot, qui est, comme le disait Sophie, de tester, d'essayer des choses. Et j'en profiterai pour une transition vers mon coup de gueule. C'est qu'encore une fois, les politiques ont transformé le débat, l'ont surmédiatisé et l'ont biaisé. Et qu'on a menti, on a menti là encore dans les deux sens, les uns en disant c'est le miracle, c'est le médicament miracle, et les autres en disant c'est un produit dangereux, etc. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas qu'en tout cas l'hydroxychloroquine ait augmenté le taux de mortalité. Absolument, il a été plutôt inoffensif. Une efficacité totale, mais voilà. Et c'était le médicament de l'opposition, c'est extraordinaire. Il a été inoffensif. Et j'en profite, Valérie, si vous le voulez, parce qu'en fait, on est dans ce coup de gueule. J'ai lu avec stupeur, je suis quasiment tombé de ma chaise, que 6 Français sur 10, d'après un sondage, alors j'ai toujours beaucoup de méfiance vis-à-vis des sondages, mais enfin, un sondage Ipsos Le Parisien, 6 Français sur 10 se disaient favorables au passeport vaccinal, alors même que, encore aujourd'hui, même si la tendance est en train de s'inverser, une majorité de Français se dit plutôt réfractaire ou méfiante vis-à-vis du vaccin, ce qui est bon. Là encore, on voit à quel point on nage dans la désinformation, dans la panique collective et dans des grands mouvements comme ça de yo-yo de l'opinion. Mais ce qui me gêne, au-delà du fait que je trouve ça très peu français d'être favorable à un passeport vaccinal, et mon esprit baigné par la philosophie des Lumières et la liberté individuelle, évidemment, s'en trouve assez choqué. Je trouve que c'est terrible qu'on arrive à pouvoir lire ça. Ça prouve à quel point, encore une fois, on ment aux Français et on leur fait ingurgiter des informations complètement... Alors c'est qui on ment ? C'est qui on ment ? Allez-y, Pascal. Je finis rapidement, juste quatre arguments contre l'idée de généraliser ce passeport ou même d'instituer ce passeport vaccinal. D'une part, un problème de timing totalement absurde. On ne peut pas instaurer un passeport tant que la majorité de la population n'est pas en état de se faire vacciner. Donc, c'est quelque chose qui ne se produira pas avant 2022. On le sait, surtout au rythme où on va la vaccination. On en parlera peut-être dans quelques instants. Deuxièmement, et au-delà de l'atteinte à la liberté individuelle dont j'ai parlé, c'est un vrai problème de méconnaissance du sujet, parce que on sait bien, enfin en tout cas on ne le dit pas assez, mais on le sait quand on se renseigne un petit peu sur le fait que le vaccin, d'une part, n'empêche pas de contracter la maladie, il permet simplement de faire des formes moins graves, et deuxièmement, ne supprime en aucun cas la contagiosité. Donc ça veut dire que si vous êtes vacciné, vous pouvez toujours transmettre, être porteur asymptomatique ou relativement asymptomatique. Je finis, Mehdi, de ce virus, et le transmettre à votre voisin. Quand le Premier ministre Jean Castex dit c'est un acte altruiste, c'est pas vrai, c'est un acte pour l'instant tout à fait égoïste et compréhensible, hein, mais tout à fait égoïste. Ça empêche les formes graves, donc égoïste en se disant qu'on va peut-être éviter des formes graves, pourquoi pas ? Oui, non, mais c'est tout à fait légitime et compréhensible, mais qu'on ne dise pas que c'est un geste altruiste, parce que là encore, c'est désinformer les Français et leur faire penser que sous prétexte qu'on est vacciné, on va plus transmettre le virus. Moi, je comprends. Alors deux choses. Moi, je comprends vraiment les inquiétudes. Moi, je comprends les inquiétudes sur les vaccins, etc. Après, il faut faire attention non plus à pas jouer à se faire peur. Passeport vaccinal, ça ne veut rien dire.
qui fait peur aux autres. Ça s'appelle. Non, mais ça s'appelle. Oui, mais déjà, on peut tous, pour le coup. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut tous redescendre de quelques étages. Et après, sur un passeport vaccinal, ça s'appelle un carnet de santé. Hein. Moi, il y a plein d'activités dans lesquelles on vous demande. Mais si, parce qu'il y a plein d'activités dans lesquelles on vous demande, soit. Oui, mais c'est des vaccins qu'on connaît depuis longtemps. Si vous voulez une pratique sportive, il faut avoir un certificat médical. Si vous voulez, par exemple, scolariser vos gamins, il y a des vaccins obligatoires pour aller à l'école. Il y a plein d'endroits où il y a des vaccins qui sont déjà obligatoires et qui, en réalité, permettent d'éviter quand même des drames et notamment beaucoup de morts. Depuis très longtemps. Oui, allez-y. Mehdi, je mets une nuance et après je passe la parole à Sophie. Non, mais moi je ne suis pas contre les vaccins. Moi je me fais vacciner contre la grippe pratiquement tous les ans, etc. Ce que je constate, c'est que à la différence du carnet de vaccination qu'on utilise pour les enfants, pour faire court, il s'agit des vaccins qu'on connaît depuis longtemps. Là, on n'a pas... Et les gouvernements de plusieurs pays ne font rien pour clarifier la situation. Peut-être ça aiderait à comprendre beaucoup d'enjeux. Et puis, effectivement, sur le passeport vaccinal, à la vitesse avec laquelle on fait déjà la campagne de vaccination, je ne pense pas qu'on y arrivera. Et puis, surtout, à qui on les fait contrôler ? Aux restaurateurs ? Aux compagnies aériennes ? Pascal, juste une précision avant, Sophie, sur le vaccin, mais vous aurez la parole, je ne vous censure pas. Un médecin me dit le vaccin, ça diminue toutes les formes ça diminue l'impact de la contagion. Donc vous dites oui, on est toujours contagieux, sauf qu'on l'est beaucoup moins. On a une charge virale très faible. Ça a quand même des vertus non pas égoïstes, mais protectrices pour les autres. Donc pour l'instant, on n'en sait honnêtement pas grand-chose. Si on en sait quelque chose, il y a Israël qui a vacciné 75% de sa population avec je crois 3% de contaminés le week-end dernier. Donc une population qui est vaccinée, on voit qu'il y a quand même des effets totalement bénéfiques. Vous savez très bien qu'en Israël, il y a d'autres mesures drastiques qui ont été prises en Israël qui évitent la contagion. C'est vrai. Le vaccin. Trois réflexions. D'abord, il faut quand même comprendre que le passeport vaccinal, il se fera presque spontanément. L'idée n'est pas bonne de faire un passeport, mais si pour aller à l'opéra, on vous demande si vous êtes vacciné ou un test, si pour voyager, on vous demande si vous êtes vacciné avec un certificat, il y aura plein d'activités au fur et à mesure où on vous demandera si vous êtes vacciné. Donc de fait, dans la vie réelle, il y aura une forme de passeport vaccinal. Deuxième chose, je voulais vous dire que oui, on nous ment, c'est qui on. Il y a un amalgame extraordinaire. Nous sommes tous responsables de ce qu'on divulgue, avec des informations, des fake news, des trucs qu'on a vus n'importe où. On a tous la sensation d'en savoir autant que les experts. Les politiques baratinent en sachant pas tellement plus que ça. Les experts entre eux ne sont pas d'accord. Le président de la République convoque 15 Pékin pour dire quelle est la bonne stratégie pour vacciner. Donc le on, il est générique. Oui, quand même, le on est générique. Mais ils sont pas moins légitimes que. Bien sûr que si. Je suis pas d'accord. Mais l'État, un État démocratique a besoin de. Non, mais c'est un vrai problème parce que du coup, effectivement, il y a une désinformation, une perte de confiance. Et si on demande, c'est une preuve épouvantable de demander à 15 personnes qui sont sympas que vous croisez dans la rue, le bureau marchand du buraliste, qu'est-ce qu'il faut faire pour les vaccins ? C'est honteux. Mais non, c'est pas ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, c'est de surveiller. Oui, mais il y a le Parlement, on les lise pour ça. Arrêtons de faire des choses. Allez, on part un peu dans tous les sens. Donc, on va marquer une pause. On se retrouve dans un instant. On peut toujours évoquer le passeport vaccinal, ce que vous en pensez. Et puis la vaccination. Appelez-nous 0826 300 300. Est-ce que vous avez essayé de vous inscrire pour vous faire vacciner? On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. En particulier, on parle de la vaccination. On a une auditrice qui nous dit de toute façon, c'est géré comme tout a été géré depuis le début par des amateurs. Xavier, un de nos auditeurs, me dit que dans le sud-ouest, attendez, je retrouve son message. C'est une data complète chez nous. Sachez que dans les Pyrénées-Orientales, 60 000 personnes concernées, seulement 5 000 vaccins.
Alors, beaucoup de médecins disent que ce n'est pas très grave et que le retard va être rattrapé. Mais force est de constater qu'il y a une campagne qui a été lancée, qu'il y a des personnes, moi j'ai eu pas mal de retours, qui ont essayé de s'inscrire et on tombe sur un numéro occupé. Alors, il y a ne aussi une question de comidiote, parce que quand on n'a pas les éléments, on arrête de communiquer, bon Dieu. Je veux dire, c'est 10 fois pire pour eux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout le monde pourra être, mais etc. Qu'est-ce que c'est que ces effets d'annonce? Ou alors, ils ne savent pas du tout ce qui se passe dans leur service. C'est dramatique. Ou alors, ils mentent, mais encore qu'ils mentent, c'est une chose. Mais on ne ment pas aussi bêtement quand on sait qu'on va se faire piquer. Il y a des problèmes d'aiguilles, il y a des problèmes de flacons. Il y a des problèmes de dose. Et je le vois bien parce qu'il y a une boîte privée qui a installé dans la mairie du 7e, on a installé la logistique de ce centre de vaccination. On voit ce qui se passe. Les maires, ils ont tous été formidables. Hein. Tout le monde, les lieux de vaccination, on a recruté des médecins retraités, etc. Tout est prêt. Il n'y a pas de dose. Ouais. Oui, mais c'est pour ça que je dis. Enfin, ça concerne l'ensemble de l'Europe. Oui, aussi, c'est pas seul, parce qu'on a voulu d'ailleurs passer par l'Europe et ailleurs. On a des voisins quand même qui ont été. Oui, on a des voisins qui ont été plus efficaces. L'Allemagne a acheté. Qui ont réagi plus tôt sur les questions de confinement, etc. Comme il y avait des voisins qui avaient réagi plus tôt sur les tests, comme il y avait des voisins qui avaient réagi plus tôt sur les masques. Moi, je vois, notamment pour nos seniors, moi, mes parents, par exemple, ont réussi à obtenir un rendez-vous. Ils s'acheminent vers leurs 80 ans. C'est quelque chose de très anxiogène. C'est quand même extrêmement anxiogène. Moi, ma mère n'a pas pu obtenir de rendez-vous et d'autres personnes de plus de 75 ans que je connais. Ou alors il y a février aussi, il y a des rendez-vous en février. En me disant, je n'ai pas réussi à avoir le numéro. Alors maintenant, il faut arrêter aussi, calmons-nous. Ils vont pas tous avoir le Covid, ils vont pas tous mourir du Covid. C'est vrai que c'est anxiogène. En revanche, il y a quelque chose que je dis et qui est pas facile à dire, mais qui est pourtant vrai. Il y a la décision de vacciner les EHPAD est, à mon avis, ça n'engage que moi, une décision stupide. Je vous signale d'ailleurs que dans un EHPAD norvégien, il y a eu 20 morts de la suite des vaccinations. On ne sait pas s'il n'y a pas eu autre chose que il peut y avoir un accident, mais aller vacciner des gens d'une fragilité extrême de 87 ans qui n'ont pas vraiment envie dans des EHPAD alors que le personnel soignant n'est pas obligé de se faire vacciner, c'est quelque chose qui me scandalise. Et moi, je serais à la tête de l'État, j'aurais exigé que le personnel des EHPAD soignants soit vacciné. S'ils ne veulent pas se faire vacciner, ils dégagent. Mais en tout cas, ça fait un an qu'on est en train de gérer cette situation. On n'apprend pas. Et surtout, des vaccins, moi, de mémoire, j'en entends parler depuis mars de l'année passée. Donc on savait qu'on aurait dû mettre en place une campagne de vaccination quand les vaccins seraient arrivés. On ne l'a pas fait parce qu'on arrive toujours à la fin d'un processus. Dans le drame et dans l'urgence. On se met les pinceaux toujours et puis on dit maintenant il ne faut pas regarder. J'entends surtout des représentants de la majorité contre lesquels je n'ai rien, mais ils disent il ne faut pas se comparer à Israël parce que c'est une autre situation, etc. Oui, c'est vrai, mais alors appelons l'armée. Faisons les choses comme il faut. Non, mais il n'y a pas de dose, donc c'est une question... oui, et alors pourquoi, encore une fois, par idéologie, tout confier à l'Europe, qui n'a pas d'ailleurs cette compétence, et la souveraineté sanitaire de la France, on l'a laissé partir. Mathéo, là, je suis pas... je suis pas d'accord. L'Europe s'est très bien débrouillée pour le coup. Comment Elle nous a fait payer, elle nous a fait... Mais que ce soit von der Leyen, puis que ce soit, alors pour le coup les autres, les Allemands, que ce soit, de toute façon c'est une start-up allemande qui était à l'origine du premier vaccin avec Pfizer. Mais il y en a aussi des françaises, il y en a aussi d'italiennes, etc. Oui, il y a d'autres vaccins. Oui, mais Mathéo, il faut regarder les choses lucidement. La lucidité commande de regarder que nos élites nationales, bleu, blanc, rouge, cocorico, ont été absolument nulles. Donc on a un problème de fabrication de nos élites qui est un énorme problème, parce qu'on voit que quand il y a une crise grave, ça ne fonctionne pas. Et puis après, il y a un autre, mais il faut aussi dire les choses clairement. On passe notre temps à nous expliquer relocalisation industrielle, la solution viendra d'elle-même quand il y aura des entreprises bleu, blanc, rouge partout, etc. Moi, je suis très content quand il y a du Made in France. Mais enfin, où est le vaccin Sanofi ? Le Sanofi fait partie mais justement, quand on délègue tout à une entité... Alors Pascal Bataille, on apprend Sanofi, que ce matin, Sanofi licencie plusieurs milliers de personnes de sa branche recherche. Oui, c'est une vraie catastrophe pour le laboratoire français, en l'occurrence. 400 postes en recherche et développement.
Je ne sais pas à quoi c'est dû, bien évidemment, et on avait de grands espoirs dans ce vaccin français et dans Sanofi. Et il faudra effectivement, certainement, un jour faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais on a été complètement à la rue au niveau français. Il n'empêche que, ne faisons pas, là encore, je suis d'accord avec Mehdi, du bleu, blanc, rouge à tout craint. Ce qui est important, c'est que l'Europe soit dans la course. Et puis, de toute façon, c'est que un laboratoire, fût-il américain, chinois ou russe, mais trouve un vaccin et le produise en quantité suffisante pour vacciner le monde entier, parce que là aussi, il faudra un jour parler on va aller chercher chez les Chinois ou les Russes des vaccins comme Non, mais Mathéo, je suis d'accord, mais en tout cas, réjouissons-nous que ce vaccin existe, et je voulais en profiter pour préciser, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que je ne suis pas anti-vaccin. Mais juste par rapport à ce que vous disiez, Mathéo, tout à l'heure, et à ce que disait Mehdi, c'est évident que ce gouvernement, depuis le début, ne gouverne pas. Si on considère que gouverner, c'est prévoir, que le disait Thiers ou Émile de Girardin, parce qu'on ne sait pas qui l'a dit vraiment. Aujourd'hui, on est en permanence dans une politique de réaction. Aujourd'hui, on nous parle de quoi? D'une possible pénurie, espérons que c'est une fake news, sur les seringues et les aiguilles, comme le disait Sophie tout à l'heure. Mais c'est quand même catastrophique d'imaginer qu'on ait pu prévoir une campagne de vaccination sans se soucier suffisamment de la capacité à s'approvisionner en seringues et en aiguilles. Encore une fois, à quoi pensent les gens qui organisent ça? Alors, j'espère, encore une fois, qu'on est dans le registre de la fake news. Je pense à un autre domaine. Aujourd'hui, la ligne Paris-Pointe-à-Pitre, au mois de janvier, a été la 3e ou 4e ligne la plus empruntée au monde. D'accord? Pourquoi? Parce que tous les Français, notamment, se sont rués en vacances, ceux qui le pouvaient en tout cas, et ceux qui avaient des vacances et les moyens de prendre des vacances et des vacances à programmer, et qui voyaient que les stations de ski allaient rester fermées, les remontées allaient rester fermées, se sont rués sur les Antilles. D'accord? Aujourd'hui, on nous apprend Dubaï, hier, hallucinant. Et Dubaï. Mais on nous a, la différence, c'est que la Guadeloupe a décidé de fermer complètement. C'est la France. Et la Guadeloupe et la Martinique ont décidé hier, alors même que des milliers de billets d'avion sont déjà réservés pour les vacances de février, de prendre des nouvelles mesures qui font que les gens vont être obligés d'être confinés pendant 7 jours à l'arrivée dans les Antilles, Martinique, Guadeloupe, etc., pour éviter et ce qui est encore une fois une bonne décision de ce point de vue-là, éviter de répandre dans les Antilles le variant anglais. D'accord? Bon. Alors, mais pourquoi on laisse pendant tout un mois des gens prendre des billets d'avion et programmer des vacances pour cette destination-là, et tout à fait, on n'a pas imaginé là encore que effectivement le fait de faciliter cette transhumance pendant les vacances vers les Antilles posait un risque potentiel de contagion là-bas, alors que le taux de contagiosité est très faible pour l'instant, et heureusement en Guadeloupe ou en Martinique. Là encore, on réagit, et ça veut dire que j'ai plusieurs cas autour de moi. Des centaines, des milliers de Français se retrouvent aujourd'hui à devoir annuler des vacances. Tout ça parce qu'on ne prévoit pas, on n'anticipe pas, on ne réfléchit pas en amont. Là, je vais mettre un petit bémol, parce que malheureusement, on peut tirer à boulet rouge sur la désorganisation, et moi qui suis une chef d'entreprise, je trouve ça insupportable, parce que c'est notre boulot d'organiser, de prévoir, de commander, etc. En revanche, on ne pouvait pas prévoir qu'il y avait un virus qui était mutant et beaucoup plus contagieux, ça s'accélère, on a même des virus qui risquent d'être des plus dangereux, qui viennent du Brésil et d'Afrique du Sud. Donc là, je veux dire, c'est pas facile. Ils ajustent un peu, et la Martinique et la Guadeloupe, ça pouvait être acceptable. C'est le virus mutant qui a fait changer. Allez, on va marquer une pause et on continue. On aura vos appels dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Oui, on essaye de changer de sujet, mais vous êtes accro également à ce sujet sur le Covid et vous voulez réagir. On a Dominique en ligne avec nous. Bonjour Dominique. Vous êtes infirmière? Bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour madame. Bonjour. Une bonne année à tout le monde. Oui, à vous aussi. On aime beaucoup les infirmières ici. Vous êtes infirmière libérale? C'est sympa. Alors, je voulais intervenir quant à la réflexion de la dame. Je ne sais pas qui c'est, parce que je suis en voiture, je ne suis pas voiture, voilà. Qui incriminait les soignants en EHPAD. Oui, c'est moi. Vous n'avez qu'à dégager.
Je suis très choquée par ces propos. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est excessif. Je voulais dire que franchement, vacciner des personnes très âgées, avant de les vacciner, je pense très sérieusement qu'on aurait dû imposer au personnel soignant d'être vaccinés. Ceux qui ne voulaient pas, j'ai dit dégager, c'est un mauvais mot, mais renoncer à leur poste. Dû vous reprendre. Oui, non, pardon. Et vous, par exemple, quelle est votre position, Dominique ? Alors, justement, je pense que nous, en tant que soignants, on a bien donné et suffisamment donné depuis le début de la crise sanitaire. C'est clair. N'est-ce pas? Oui. Donc, moi, j'ai moi-même été contaminée cet été. Voyez, pourtant, j'ai une douzaine de personnes âgées, très âgées, avec des grosses pathologies à ma charge. Je n'ai contaminé personne. D'accord? Parce que dès le départ, si on respecte les gestes barrières, et nous, soignants, on a suffisamment de formation au niveau infectiologie et risque de contamination. Voilà. Donc, moi, à ce jour, je ne souhaite pas me faire vacciner. Voilà, parce que de toute manière, comme vous l'avez dit aussi, la vaccination n'empêche pas la contamination. Oui, d'accord. C'est pas parce que nous sommes soignants. Oui. Vous voyez, je suis l'exemple. Je suis l'exemple que si on ne veut pas contaminer, on ne contamine pas. Pourtant, j'ai travaillé pendant 7 jours, ne sachant pas que j'étais contaminée, et j'aurais pu plier tous mes malades. Si, mais ça, Dominique, est-ce que vous êtes testé beaucoup? Est-ce que vous êtes testé? Alors attendez, Mehdi voulait poser une question. Oui, Dominique, moi, je vais me faire vacciner, mais en revanche, là où, quand on parle de respect, il faut aussi être un peu respectueux de tout le monde. C'est-à-dire que dire quand on ne veut pas contaminer, on contamine pas, on sait bien que c'est pas vrai, et que pour le coup, on ne peut pas incriminer les gens. On peut pas incriminer les gens qui sont malades. Mais on peut pas incriminer les gens qui sont malades ou les éventuels soignants qui auraient transmis le virus parce que ils faisaient des journées de 15 heures et que ça arrive. Et effectivement, moi, j'ai un gros désaccord. Ça arrive souvent avec Sophie. Si j'étais chef de l'État, pour le coup, moi, je demanderais aux grands patrons et aux actionnaires des boîtes d'EHPAD qui font payer plusieurs milliers d'euros nos anciens pour leur donner des yaourts avariés et un biscuit comme repas. C'est généralisant. Moi, je respecte beaucoup les EHPAD. Mais si c'est une réalité, avant d'être à domicile, c'est une réalité qui épuise les soignants. Et je pense qu'effectivement, ça, par exemple, c'est un facteur de contamination. D'avoir des soignants qui sont épuisés, c'est peut-être plus un facteur de contamination. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Mais c'est-à-dire quand on fait une journée de 15 heures, Sophie, pardon, on est un peu moins attentif à ce qu'on fait, malheureusement, que quand on fait une journée de 7 heures. Quand on fait une journée de 15 heures à nettoyer des escarres et à porter des poids et à porter des personnes. Oui, on est moins attentif, je suis d'accord. On est moins attentif et on peut comprendre pourquoi. Absolument. Allez, Pascal, vous vouliez réagir? Non, pas sur ce sujet, je pense. Voilà. Alors attendez, on a encore un appel. Damien est en ligne avec nous. Vous êtes médecin à Metz. Oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, je suis médecin à Metz et là, je me suis garé sur une aire parce que ce que j'entends me fait hurler, en fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait hurler? Les propos de M. Bataille là, sur la vaccination. Qui sont, à mon sens, irresponsables et faux, surtout factuellement faux. Alors j'ai bien entendu, effectivement, ce qui est certain, c'est que ça diminue les formes graves, mais ça diminue toutes les formes, en fait, de maladie. Et ce faisant, c'est un acte altruiste, quoi qu'on en dise, puisque si vous diminuez les formes, quelles qu'elles soient, les formes graves, vous avez moins de personnes à l'hôpital, moins de personnes en réanimation. C'est vrai. Et ça permet peut-être de relancer le système. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne nous informent pas? Vous avez raison, docteur. Pourquoi est-ce qu'aux 20h, ils ne sont pas foutus de le dire? Docteur, je suis désolé, vous m'avez traité de... Est-ce que je peux terminer? Laissez-le terminer. Allez-y. Donc c'est totalement irresponsable de dire ça. Je vois, j'ai rapidement googlisé, là, vous êtes producteur, je sais pas quoi, hôtelier. Enfin, je pense qu'il faut que chacun reste à sa place. On a tous un avis. Moi, en période de football, j'ai un avis sur l'équipe de France et la sélection que va faire Didier Deschamps. Mais je pense qu'il faut que vous restiez à votre place et ne racontiez pas d'âneries comme ça. Bon, ça c'est dit. On peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre. On voit bien que l'immunité innée, ça marche pas. Vous voyez au Brésil, au Laos, tout ça, ça marche pas pour tout un tas de raisons. Docteur. Donc il y a un moment, le seul moyen que ça s'arrête, ça va être de vacciner les gens. Ok?
Mais monsieur le docteur, est-ce que, alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Merci de vos qualificatifs et de me juger effectivement incapable d'avoir un avis un peu fondé. En fait. Bon, mais docteur, je ne suis pas sûr que votre qualité de médecin vous rende beaucoup plus, en l'occurrence, sachant que moi, qui essaie de me renseigner au maximum et de lire vraiment un maximum de choses. Un petit peu plus que vous, quand même, Pascal, non, parce que, excusez-moi, ce médecin que je ne connais pas et dont je ne sais pas où il exerce et dans quelle spécialité, n'a pas, il me semble-t-il, participé à beaucoup d'études sur les effets du vaccin. Et aujourd'hui, même les spécialistes qui font ces études sur l'efficacité ou non du vaccin ne sont pas en mesure, et ils le disent très honnêtement, de se prononcer sur le degré, sur l'impact du vaccin concernant la contagiosité. Alors je ne vois pas pourquoi ce médecin, quel que soit effectivement son titre, serait... Médecin réanimateur dans le Grand Est, donc ça veut dire que vous avez... Réanimateur dans le Grand Est, et il me semble un petit peu plus à même de discuter de ça. Très bien, monsieur, mais participez au débat et vous le faites. Ouais. Vous le faites, vous participez au débat et c'est très bien, sauf que effectivement, moi je me contente de dire des choses que je lis et qui viennent des études américaines notamment. Mais non, monsieur, pardonnez-moi, je suis citoyen. Non, c'est vous qui les informez, monsieur, parce que je n'ai jamais dit Non, pas du tout, monsieur, pas du tout, parce que je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas vacciner, monsieur, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais pas dit qu'il ne fallait pas vacciner. Non, que les formes graves, ce qui est faux. D'accord ? Non, je n'ai pas dit ça, monsieur. Je dis que ça. J'ai dit que pour l'instant, ça n'empêchait pas de contracter le virus et la maladie. Ça donnait des formes relativement faibles ou asymptomatiques. Et c'est ce que tout le monde sait, monsieur. Pascal Bataille, je n'ai absolument pas dit qu'il ne fallait pas se faire vacciner. Je conseille d'aller se faire vacciner. D'accord, parce que le sous-entendu qu'on pouvait entendre pouvait être celui-là, c'est-à-dire de dire le vaccin ne va rien changer. C'est pour ça que je précise. D'accord. Pas du tout. On a aussi un problème qui est majeur là, qui traduit dans cette discussion qui est majeur, c'est qu'effectivement, tout le monde croit avoir une capacité à porter un jugement. Je suis d'accord avec le docteur qui vient de parler. Et c'est vrai qu'il y a un moment, sauf que, docteur, il nous écoute encore, les médecins eux-mêmes se contredisent dans toutes les émissions, donc ça pose problème. Mais bien nous sommes dans une espèce de démocratie d'opinion où la vérité n'est qu'une opinion comme une autre. Donc je suis tout à fait d'accord. Moi, j'essaie de rester modeste. Je dis ce que je vois, mais c'est absolument, même d'ailleurs les politiques qu'on accuse, tout le monde donne son avis et c'est une catastrophe. Ça ne fait pas avancer les choses. Je voudrais en tout cas rebondir sur l'aspect de la politique qui a été mêlé à toute cette crise, dans le sens que depuis le début, personnellement, je le dis d'ailleurs sur ce plateau aussi, il y a un an, que les politiques ont appliqué les discours, les schémas politiques à une crise sanitaire. Et en plus, on a vu 12 mois... Oui, mais les discours politiques, dans le sens que si on était contre l'avis du gouvernement, on était forcément des complotistes, des négationnistes, etc. Alors que les questions, c'était celles des Français, dans le sens. Moi, je me demande toujours pourquoi on n'est pas en mesure de donner les réponses que les Français se posent à propos, effectivement, de la sûreté de tel ou tel remède. Et puis, en ce qui concerne les décisions prises en Guadeloupe et Martinique, désolé, mais ça fait un an qu'on dit que peut-être on aurait dû fermer les frontières, c'est-à-dire contrôler très bien ce qui vont et qui vient à travers les frontières. C'est pas les fermer hermétiquement. Peut-être on aurait pu rester en France, entre Français, Italiens, entre Italiens, etc. pendant quelques mois, mais au moins on n'aurait pas tué l'économie touristique aussi, et on aurait pu vivre un peu plus tranquillement. Là, on paye l'idéologie d'avoir tout ouvert, etc. D'accord, mais qui a fait mieux que nous? Personne, mais c'est pas un problème seulement français. Non, mais justement, je dis... Pas tous en même temps. Parce qu'en plus, il y a encore un an après, on voit qu'on veut bloquer les vols du Brésil, mais si une personne arrive à Francfort et après elle arrive en France, est-ce que nous savons que encore maintenant, alors qu'on vous parle, il n'y a pas des contrôles, des vrais contrôles, et puis... Non, mais Mathéo, le problème, c'est que ce discours-là, ce qui vous embête, Mathéo,
Mathéo, je suis désolé, on a des relations cordiales, on discute de façon très, très cordiale ici. Mais ce qui vous embête, Mathéo, quand même, c'est que ça fait 1 an et demi maintenant, enfin 1 an, un peu plus d'1 an, que ce qui est démontré, c'est que les solutions souverainistes, les solutions nationalistes... Mais je parle pas de souverainisme, Mehdi, mais là, je parle en politique. Je dis tout simplement. De chacun chez soi, on ferme les frontières, on a nos propres usines. Bon, alors vous faites mourir les restaurateurs français ou italiens ou des autres pays parce que... C'est pas vrai, ce sont... Oui, Mathéo, oui, c'est vrai. Parce que... Mais non, mais je sais que ça vous dérange parce que le politiquement correct aujourd'hui est de dire ça. Je ne sais pas comment vous faites le politiquement correct aujourd'hui, c'est ça. C'est la frontière, c'est chacun chez soi, etc. On a vu le résultat depuis 1 an. Depuis 1 an, ce que ça veut dire, c'est que quand on fait chacun chez soi, qu'on ferme les frontières, qu'on est bien content, bien calfeutré chez soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on crève. Ça veut dire que nos cafés crèvent, nos restaurants crèvent, nos théâtres et nos lieux de culture crèvent. Parce que les gens ne peuvent pas aller au restaurant parce qu'on a fait rentrer des gens qui étaient contaminés. Non mais Mathéo, c'est une vérité qui vous dérange. Et puis j'ai peur que le virus, il n'y ait pas grand-chose pour stopper un virus. Moi, je m'en fiche. Stop. Valérie, si je peux intervenir, parce que j'ai quand même été un peu violemment mis en cause par ce médecin. 2 choses par rapport à ce qu'il a dit. D'abord, ce qu'il dit remet en cause le principe même de vos émissions, de donner la parole, et on vous en remercie, à des gens très différents, venus aussi bien du monde politique, du monde journalistique, du monde de l'entreprise, etc. Donc ça veut dire que sous prétexte qu'on n'est pas médecin, aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir un avis de citoyen informé et vigilant sur cette crise sanitaire. Je trouve ça extrêmement dangereux. Attendez Sophie, laissez-moi finir. Je trouve ça extrêmement dangereux de la part de ce médecin, et c'est pas très étonnant parce que on a vu que toute une frange aujourd'hui du corps médical a profité de cette crise sanitaire pour s'arroger un pouvoir et essayer de dépasser le pouvoir politique et de prendre en main effectivement les destinées du pays. Or, le rôle des médecins n'est pas celui-là. Le rôle des médecins, c'est de soigner, c'est de prévenir, c'est de chercher et de nous proposer des solutions, absolument pas d'édicter les règles. Et le discours de ce médecin, qui est un discours extrêmement dangereux, est un discours extrêmement... Pourquoi? Parce qu'il refuse la liberté à un individu tel que moi, mais peu importe que ce soit moi, Mehdi ou Mathéo, qui soit mis en cause. En l'occurrence, c'est la capacité effectivement d'un citoyen à pouvoir s'exprimer librement. Encore une fois, j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas se faire vacciner. Je le redis, je suis favorable à ce vaccin. Je dis juste qu'il ne faut pas enfumer les gens avec des fausses informations concernant ce vaccin. C'est différent. Et que le passeport vaccinal est une hypocrisie et une très mauvaise, serait une très mauvaise décision. Pascal, là, je voulais juste, effectivement, on débat tous les jours. Parfois, on peut nous critiquer, dire que c'est café du commerce. C'est vrai que moi, ça me gêne. Mais j'accepte la critique. Non, mais je l'assume aussi totalement. Mais là où ça me gêne, c'est effectivement sur la médecine, sur ce qui se passe depuis bientôt 1 an, où effectivement tout le monde donne son avis sur des choses, mais Valérie, sur des faits qu'on ne connaît pas. Les médecins eux-mêmes ne sont pas d'accord. Sophie l'a dit très justement, les médecins se contredisent. Et aujourd'hui, il y a une partie, et on ne le dit pas assez, une partie du corps médical, y compris dans les hôpitaux. Vous avez parlé des EHPAD, mais on n'a pas dit que c'était aussi le cas dans les hôpitaux, qui refusent de se faire vacciner. Pourquoi? Absolument. Oui. Non, mais là où sur la parole d'un médecin du Grand Est en plus, il a quand même eu cette vague qui se sont pris sur la figure en mars. Je pense qu'ils ont vu des choses que nous, on n'a pas vues. Ça lui donne pas de qualité pour avoir un discours, un discours de vérité sur le vaccin. Ça lui donne qualité. Ça lui donne qualité pour ça lui donne qualité pour avoir un avis scientifique plus fondé que le nôtre. En revanche, là où je suis d'accord avec Pascal, parce que c'est ce qu'il dit, parce que moi je vais reformuler, peut-être qu'il me contredira, c'est que je ne crois pas qu'on convaincra les gens de la pertinence et notamment de l'efficacité des vaccins, etc., et de la nécessité d'aller se faire vacciner en leur disant qu'ils n'ont pas le droit de parler de leurs peurs ou de leurs inquiétudes ou de ce qu'ils ressentent. Voilà, moi je crois qu'effectivement il y a quand même un juste milieu à trouver. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. On va quand même changer de sujet, parler donc de cet amendement proposé par Aurore Berger et qui a été retoqué par la commission spéciale. Et je vois en ce moment même, juste pour ajouter une chose, des médecins dont le docteur Hamon qui est installé à Clamart, qui attend pour vacciner des gens. Ça a été dimensionné pour 5000 personnes et ils ont très exactement 170 doses. 170 doses pour une organisation 5 étoiles à la mairie de Clamart. Et un autre médecin qui dit nulle part, il n'y a jamais eu 1,5 million de doses de vaccins. À tout de suite.
suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, peu de temps pour parler de ce sujet important, mais on y reviendra. Le port du voile pour les petites filles. Comment se fait-il que ce sujet ne soit pas débattu plus à la veille de l'examen du projet de loi contre les séparatismes? La commission donc de l'Assemblée nationale a jugé irrecevables les amendements déposés par la députée Aurore Bergé qui visent à interdire le port du voile. Alors elle dit, Aurore Bergé, qu'elle savait qu'il y avait un risque que ces amendements ne soient pas examinés, mais tout de même on peut s'interroger sur le lien que fait cette commission en disant qu'il n'y a pas de sujet, en tout cas avec le séparatisme. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut que ce sujet soit évoqué? Marlène Schiappa a dit qu'elle souhaitait que ce sujet soit évoqué elle aussi. Elle soutient visiblement Aurore Bergé, et ce matin c'était Sophie Cluzel qui était l'invité de Sud Radio et qui disait que ça n'avait pas de lien. Je ne sais pas qui veut réagir, Matteo Ghisalberti. Alors, je ne suis pas un expert. Ce que je pense, c'est que il y a eu un mélange dans les règles qui seraient prévues par la religion musulmane. Ouais. Et les règles sociales, entre guillemets. Je retrouvais, par exemple, une analyse qui avait été faite par l'ismologue Rachid Benzine dans Le Monde, qui rappelait qu'effectivement, c'était des règles en adéquation de la société du 7e siècle. Et l'histoire du voile, du porte du voile, excusez-moi, à force de parler de Covid, c'était quelque chose qui concernait aussi les chrétiens et les juifs pendant certains temps de l'histoire, parce que on estimait qu'il fallait couvrir les femmes comme si c'était quelque chose de différent des êtres humains ou une propriété des hommes. Mais certaines sociétés ont changé d'avis au long de l'histoire. Et là, on voudrait effectivement faire passer comme je ne sais pas si on peut l'appeler un dogme religieux, quelque chose qui en réalité, je crois avoir compris, est social, mais non, mais là on parle d'enfants. On parle d'enfants. Alors Sophie Cluzel, très exactement, ce matin, Sophie Cluzel a dit que ce n'était pas utile dans le projet de loi l'interdiction du voile aux petites filles. Les Français attendent de l'apaisement. Et ça va dans le sens de Christophe Castaner qui dit s'il y a un sujet qui peut hystériser les débats et qui n'a rien à voir avec le texte, c'est incroyable, c'est le contraire absolu. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que d'abord, on mélange tout. Et moi, disons les magouilles entre guillemets internes à la majorité ou les tentatives de récupération de Madame Le Pen, etc., ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de fond. La question de fond, elle est simple. Les parents ont un droit fondamental à donner une éducation religieuse à leurs enfants, voilà, aller au catéchisme, transmettre, donner, je sais pas moi, une croix, donner une kippa, donner un Coran à ses enfants, etc., leur apprendre des principes religieux, se comporter en fonction de la religion, etc. Ça fait partie des droits fondamentaux des familles, etc. Ils peuvent même les scolariser. Moi, je suis contre le financement, par exemple, des écoles confessionnelles, de toute confession, mais enfin, on a eu le débat démocratiquement dans notre pays, il y a des écoles confessionnelles, ils peuvent les scolariser dans des écoles confessionnelles. Bon, voilà. Mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle, pour le coup, d'un vêtement qui vise, et c'est pour ça qu'il est d'habitude porté au moment de la puberté, qui vise à combattre, je parle pour le coup de ce que pensent les musulmans, à combattre la tentation sexuelle, à combattre la tentation que peut devenir une femme, et donc qui est portée de façon volontaire ou non par certaines femmes musulmanes. Moi, ce qui est clair, c'est que je ne comprends pas, et il faut que les gens qui font porter des voiles à leurs fillettes de 3, 4, 5, 6, 7 ans, il faut qu'ils nous expliquent quelle est la tentation sexuelle d'une petite fille de 7 ans. On a vu ce week-end des milliers de tweets sur le hashtag MeTooInceste. Moi, je voudrais qu'on m'explique quelle est la tentation sexuelle que peut dégager une petite fille de 7 ans et qui justifierait qu'on lui fasse porter un vêtement. Non, mais c'est elle qu'on protège. Ils vont vous répondre que c'est elle qu'on protège des prédateurs. Non, mais protéger, à ce moment-là, on peut leur faire porter des cuirasses aussi. On peut leur faire porter des tenues d'astronautes. Moi, je vais envoyer mes enfants. Non, mais je suis d'accord avec vous sur le principe, mais je donne la réponse. Donc, mais politiquement, comment on peut comprendre qu'on parle d'hystériser le débat, d'apaisement? Parce qu'ils ont peur. Pascal Bataille. On a interdit les concours de minimis en France par la loi.
On interdit les concours de minimis au nom justement la de la protection des enfants et de la sexualisation des enfants. C'est normal. C'est quand même le minimum de savoir qu'une société protège les générations qui viennent. Et donc, moi, je trouve aberrant, et je le dis encore une fois à mes amis, je le dis souvent, que ce soit sur cette antenne ou d'autres, je ne comprends pas, par exemple, que la gauche ne soit pas aux avant-postes de ce combat laïque. On ne touche pas aux enfants, et encore moins au titre de la religion. Vous parliez des récupérations politiques de Marine Le Pen. Là, c'est une récupération politique de la gauche qui ne veut pas perdre une partie de son électorat. Pascal Bataille. Alors, il y a plusieurs sujets. Mehdi parle du fond. Il y a aussi la problématique de la forme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'effectivement, comment on peut justifier que cet amendement ne soit pas recevable dans un texte qui est censé lutter contre le séparatisme religieux. Oui. C'est évidemment la preuve de la peur du gouvernement et de la majorité que ce point recouvre l'ensemble du débat, que ça crée une polémique nouvelle, encore une fois, et que cela occulte peut-être un certain nombre d'autres sujets importants de ce texte de loi. Mais c'est simplement de la peur et de l'absence de courage politique d'affronter les choses, parce qu'effectivement, cet amendement, il a tout à fait, je pense, et avant qu'un islamiste distingué me dise que j'ai pas vocation à m'exprimer sur le sujet, je précise que j'ai une ex-belle famille musulmane, que j'ai 2 enfants de confession musulmane, voilà, et que donc j'ai un petit peu réfléchi sur le sujet, même si je n'ai pas de fini. Donc le fait est que cet amendement, il a tout à fait sa place dans ce texte de loi, et que c'est un manque de courage politique évident de la part d'Emmanuel Macron et du gouvernement de refuser que ça puisse être examiné. Alors, laissez-le terminer, Sophie. Oui. Non, laissez-le terminer. Après, sur le fond, vous connaissez mon attachement à la liberté individuelle, donc j'ai été toujours contre une loi sur interdisant le port du voile dans la rue, etc., dans l'espace public. En revanche, je suis d'accord, pour le coup, parce que ça concerne les petites filles et les enfants, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mehdi. Sophie ? Moi, je pense qu'il y a un tel bon sens. Je ne parle même pas de religion, de quoi que ce soit. On ne voile pas une enfant. C'est conditionner sa vie de femme, c'est conditionner sa place par rapport à l'homme, c'est conditionner sa place dans la société. C'est fait une discrimination comme un être inférieur qui doit être caché aux yeux des autres. C'est inimaginable. C'est un scandale de la part de la République d'avoir oublié cet aspect-là. C'est juste un scandale. Surtout parce que le problème, c'est qu'encore une fois, il y a 50 ans, on allait encore à l'église, les femmes avec des voiles sur la tête. Non, mais je veux dire, on a changé des positions, et je veux dire... C'est pas nous qui avons changé, c'est les religions qui sont devenues extrémistes. Mais en tout cas, on a abandonné des positions sur lesquelles on considérait la femme comme quelque chose à protéger, qui était inférieur, comme vous disiez par exemple. Non, là, le problème c'est que on considère, on mélange tout. On fait peut-être aussi une question de je veux être aperçu comme quelqu'un qui est très pratiquant, etc. Et alors j'impose cette chose à mes enfants. Enfin, c'est absurde. Allez, c'est terminé et on y reviendra bien évidemment. Merci à tous les 4.